Bonjour et bienvenue au webinaire qui va porter sur Power BI Desktop et Power BI Service. Mon nom est Sophie Marchand et donc vous assistez à ce webinaire par le biais de le CFO masqué. Je suis quelqu'un qui travaille dans le milieu de la finance corporative depuis une quinzaine d'années, Je suis fondatrice du CFO masqué et on fait de la consultation et de la formation en modélisation d'affaires, donc tout ce qui est modèle financier, tableau de bord, solutions BI, outils de gestion. Et on travaille principalement avec Excel et Power BI et toute sa déclinaison d'outils. Donc, pas la semaine, mais le mois dernier, on avait un autre webinaire qui portait sur Power Query, Power Pivot, Power View et Power Map. Et cette semaine, donc, on continue dans la suite d'outils Power BI avec Power BI Desktop et Power BI Service. Si les sujets de nos webinaires vous intéressent, vous pourrez aller sur notre site. En fait, la présentation que vous voyez à l'écran présentement, elle sera disponible pour téléchargement sur notre site web. Donc, tout ce que vous voyez en bleu à l'écran présentement, ce sera des liens cliquables et vous serez donc en mesure d'aller voir la liste de nos webinaires à venir, de nos conférences. On a aussi un groupe d'usagers Excel et Power BI. Donc, si vous voulez faire partie du groupe pour être invité à différents événements, conférences notamment, webinaires, qui portent sur Excel et Power BI, vous pourrez le faire à l'aide du lien aussi. Et aussi consulter notre offre de formation et de services. Et en tant que participant au webinaire d'aujourd'hui, vous pourrez aussi utiliser sur notre site un coupon rabais, donc de 10%. Vous aurez aussi dans la présentation PowerPoint à laquelle vous accéderez la démarche pour devenir un membre de notre groupe d'usagers. Le groupe d'usagers Excel et Power BI porte le nom officiel de Montreal Modern Excel and Power BI, qui fait partie donc de la grande communauté d'usagers Power BI de Microsoft. Alors, entrons dans le vif du sujet. Power BI, ça existe depuis quelques années. Mais c'est dans sa version actuelle, c'est seulement depuis le 24 juillet 2015. J'aime ça l'appeler le Power BI 2.0. Et donc, depuis le 24 juillet dernier, on a une offre payante et une offre gratuite en plus d'une offre d'essai. Vous aurez compris que l'offre gratuite, évidemment, a des fonctions limitées par rapport à l'offre payante. Toutes ces informations-là au niveau des différences sont sur le site de Power BI, je pourrais vous y référer. Mais c'est des différences au niveau d'accès à certaines fonctionnalités, d'espace, d'entreposage et des trucs comme ça. Et quand on parle de Power BI désormais, parce que Power BI a désigné plusieurs choses au fil du temps, Power BI aujourd'hui, ça signifie Power BI Desktop, Power BI Service et Power BI Mobile. Alors, rapidement, les trois applications, Power BI Desktop, c'est dans le Power BI 1.0, ce qui s'appelait le Power BI Designer. Pour ceux qui suivent mon blog, j'en avais déjà parlé, déjà fait une démonstration. Évidemment, c'était juste, c'est encore en développement. Power BI Desktop est maintenant beaucoup plus avancé. Mais bref, c'est la continuité de ce qu'était Power BI Designer. Et ce que c'est, dans le fond, si vous avez assisté au dernier webinaire sur Power Query, Power Pivot, c'est un peu une fusion. En fait, pas un peu, mais beaucoup une fusion des add-ins Power Query, Power Pivot et Power View en une seule solution qui est dissociée d'Excel. Donc, c'est une application en soi que vous pouvez télécharger, toujours en allant sur le site de Power BI. L'application comme telle, elle est gratuite et c'est dissocié d'Excel. Donc, évidemment, plus tard dans le webinaire aujourd'hui, je vais vous faire des démonstrations. Et vous verrez donc que Power BI Desktop vous permet de vous connecter à de multiples sources de données. Ça vous permet de transformer et de nettoyer les données, comme on le faisait avec Power Query dans Excel. Ça permet de croiser les données des diverses sources, créer des modèles de données, comme on le faisait dans Power Pivot, créer des visualisations de données, comme on le faisait dans Power View, mais Power View avait le problème, en fait, l'inconvénient d'utiliser Silverlight, donc difficulté de publier dans le web.
L'engin de visualisation dans Power BI Desktop est donc un autre engin. Il ressemble en certains points à Power View, mais il est beaucoup plus amélioré, si j'ose dire, et permet, on verra par la suite, là, de partager ensuite les visualisations sur le web. Et bref, avec Power BI Desktop, à la toute fin, quand on a utilisé toutes les fonctionnalités, on se trouve à créer des fichiers qui ont une extension .pbix. Ces fichiers .pbix là, on pourra les publier notamment sur Power BI Service, qui est un portail en ligne qui permet non seulement de publier ce que vous avez travaillé dans Power BI Desktop, mais aussi ce que vous pourriez avoir travaillé dans Excel avec Power Query, Power Pivot. Ça aussi, on y reviendra dans les démonstrations. Et c'est l'interface aussi qui va vous permettre donc de centraliser tous vos modèles de données, d'avoir un portail sur lequel vos modèles de données résident et à partir desquels vous pourrez créer des tableaux de bord. Et vous verrez aussi que vous pourrez publier des tableaux de bord qui sont préconçus par divers services. Je vais vous montrer des exemples plus tard. Vous pourrez partager les données, les rapports, les tableaux de bord avec les membres de votre équipe notamment et programmer des rafraîchissements de données. Power BI Mobile, c'est l'application mobile, donc pour les téléphones intelligents et les tablettes, qui fonctionne sur iOS, Windows et Android. Il y a quelques petites différences selon le téléphone qu'on utilise, mais grosso modo, ça nous permet d'accéder aux rapports et aux tableaux de bord via donc le téléphone ou la tablette. Ça permet de créer des alertes, ça c'est vrai avec le iOS seulement par contre, et ça permet de faire des annotations de visualisation et de les partager avec les membres de votre équipe. Puis vous avez aussi une interface pour créer des favoris. Donc évidemment, ça a été conçu pour que ce soit facile à lire sur votre téléphone ou votre tablette. Je m'attarde quelques instants au processus de création. Il y a divers processus de création au moment où on se parle, mais en 2016, il y a plusieurs choses qui vont sortir durant l'année, tant au niveau de SharePoint qu'au niveau de SSRS. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui ne sera plus exactement la même chose dans quelques mois. Mais au moment où on se parle, donc, il est possible d'utiliser Power Query, Power Pivot dans Excel et Power View et de le publier sur un site SharePoint qui a l'instance, en fait, qui a la fonctionnalité BI. Donc ça, c'est pour partager ce qu'on crée dans le fond et le rendre disponible quand on veut plus faire une BI d'équipe, une BI collaborative. Et quand on le publie sur SharePoint, là on est on-premise évidemment, et le modèle de données qui était dans le fichier Excel est finalement déployé sur une instance Analysis Services. Donc ça c'est une option qui existe au moment où on se parle. On peut aussi, avec ce qu'on a créé dans Excel, avec Power Query, Power Pivot, publier dans Power BI Service, donc directement sur le portail web. On pourrait aussi publier sur le Power BI Desktop, mais si on fait ça, c'est un one-time, c'est-à-dire qu'on transférerait tout ce qu'on a créé dans Excel dans le Power BI Desktop. Et par la suite, l'objectif serait de prendre ce qui est dans Power BI Desktop, l'améliorer peut-être et le publier sur Power BI Service, ou on peut directement travailler dans Power BI Service, mais on n'aura pas toutes les fonctionnalités de transformation de données, modélisation de données. Donc ça veut dire qu'on a des sources de données très structurées. Par exemple, on a des cubes de données et c'est juste à ces cubes-là qu'on voudrait accéder. C'est possible de faire un direct query sur ces cubes-là à partir de l'interface web directement. Alors ça, c'est les processus de création qui sont accessibles au moment où on se parle. Maintenant, je vais vous présenter Power BI Desktop. Je vais vous le présenter à travers la présentation PowerPoint, puis après, je vais directement aller dans l'application et vous montrer des exemples. Alors, l'interface de travail comme telle dans Power BI Desktop, je vous ai dit que ça ressemblait à un amalgame de Power Query, Power Pivot, Power View. En fait, quand vous allez ouvrir l'interface, puis vous le verrez tantôt, vous avez trois grandes sections. La section Report, la section Data, la section Relationships. Donc, dans Data, vous avez toutes vos tables de données, comme vous l'auriez dans Power Pivot, dans la mode
de vue de table. Donc, vous les voyez toutes les tables ici à droite. Vous avez aussi une option, donc le Query Editor, qui se trouve à être comme votre Power Query dans Excel. Donc, vous avez ici toutes vos requêtes à gauche. Et quand vous cliquez sur une requête, vous avez les étapes de transformation à droite. Vous avez donc la troisième section, Relationships, qui est ni plus ni moins la vue diagramme que vous avez dans Power Pivot. Cela dit, il y a des capacités un petit peu plus avancées que Power Pivot. Et dans la section Report, c'est ce que je disais tantôt, l'engin de visualisation qui est un peu le pendant de Power View, mais qui est beaucoup plus avancé. Vous voyez à nouveau toutes vos tables de données et le contenu de certaines tables est ouvert ici. Et vous avez donc toutes les visualisations possibles. Et c'est vraiment un outil de drag and drop. Donc vous glissez des champs, vous choisissez vos visualisations, puis vous personnalisez le tout à l'aide des options de personnalisation disponibles. Puis je vais vous les montrer un peu plus tard. Donc au niveau de la transformation de données, les requêtes qui ressemblent vraiment à Power Query, c'est vraiment la même interface. Si vous regardez en haut ici, c'est les mêmes menus de Power Query, c'est exactement pareil. Vous avez toutes les étapes de transformation, toutes les instructions étape par étape. Et les opérations de transformation les plus populaires, je les ai mis dans la table ici, mais ce sont les mêmes qu'avec Power Query. Puis Microsoft en ajoute toujours. Donc, on peut faire des trucs comme par exemple ajouter des tables bout à bout. Puis ça peut être des tables qui proviennent de différentes sources de données. Ajouter des tables côte à côte, renommer des colonnes, supprimer des lignes, supprimer des colonnes, fusionner des colonnes, supprimer des doublons, supprimer des erreurs, remplacer des valeurs, changer le format, transposer un tableau, pivoter ou dépivoter des données, donc les mettre en ligne, les prendre en ligne, les mettre en colonne, les prendre en colonne, les mettre en ligne, séparer une colonne par délimiteur ou par nombre de caractères, obtenir des informations de date et d'heure sur des champs de date ou d'heure, insérer des colonnes personnalisées avec des calculs, insérer des colonnes d'index, extraire certaines informations, nettoyer évidemment quand il y a des espaces bizarres ou avec le trim notamment, et faire des regroupements, donc arriver à une granularité un peu moins fine. Alors ça, c'est toutes des options qu'on a déjà dans Power Query, mais on les retrouve aussi dans Power BI Desktop. Et comme dans Power Query, Power BI Desktop nous donne accès au code M, donc dans l'éditeur avancé, si on veut travailler le code qui est généré donc par nos requêtes. Au niveau de la modélisation de données comme telle, je le disais plus tôt, ça ressemble beaucoup à Power Pivot avec quelques exceptions. Au moment où on se parle, il y a notamment deux choses qui sont différentes. On a une option concernant le nombre et une option concernant le sens des relations. Donc, dans Power Pivot, on a toujours juste le many-to-one. Dans Power BI Desktop, on a le many-to-one et le one-to-one. Donc, on peut faire des relations. Évidemment, many-to-one, c'est plus commun. Donc, on a une table où est-ce que chaque clé commune, celle qui va servir à attacher les deux tables ensemble, est présente une seule fois, puis une autre table où la clé est présente plusieurs fois. Dans le one-to-one, c'est deux tables avec une clé la clé commune qui est présente une seule fois. Donc ça, c'est le nombre de relations, donc on peut le choisir quand on crée les relations entre les tables. Et on a aussi le sens des directions, donc un sens directionnel ou bidirectionnel, ou unidirectionnel. Ça, dans Power Pivot, on peut juste le faire unidirectionnel. Donc, je n'irai pas dans le détail de ce que représente une relation bidirectionnelle ou unidirectionnelle. Si jamais ça vous intéresse, j'ai écrit un article de blog sur le CFO masqué en détail sur ce sujet-là. Mais grosso modo, de façon générale, disons que les relations bidirectionnelles fonctionnent très bien dans un schéma en étoile qui a une seule table de fait.
Donc, par exemple, une table de fait qui serait les ventes, les transactions de vente, avec des tables de dimension, par exemple, date et magasin. Mais quand il y a plus qu'une table de fait, par exemple, on aurait la table de vente puis la table de budget de vente, et que les deux tables réfèrent aux mêmes tables de dimension, là, faut comprendre ce qu'on fait parce que ça peut impliquer toutes sortes de résultats assez particuliers. Alors, dans ce temps-là, on va plutôt prendre les relations unidirectionnelles. Il y a aussi évidemment l'accès au langage DAX. Donc, dans le modèle de données par Power BI Desktop, on va pouvoir créer des colonnes calculées, créer des mesures, mais aussi créer des tables calculées. Donc, les nouvelles colonnes, les nouvelles mesures, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours, avec le bouton droit, accéder donc au menu pour créer une nouvelle mesure ou une nouvelle colonne. Je vais vous le montrer directement dans le modèle, dans l'application tantôt, mais c'est intéressant parce que quand on est en train de faire nos visualisations et que, par exemple, on se rend compte que, oups, il nous manque une mesure ou la mesure n'est pas exactement décrite comme elle le devrait, on peut directement accéder, pas besoin de changer d'interface, on a déjà accès à la zone pour créer des mesures ou des colonnes calculées. Et quand on le fait, donc, ça se fait dans Duo. Donc, colonne calculée, évidemment, donc on est plus en mode Power Pivot qu'en mode Power Query. Donc, c'est des colonnes calculées qui s'appliquent à l'ensemble du modèle de données et non pas juste à la table dans laquelle on se trouve. Et les mesures, donc, de la même façon, vous avez le bouton droit. Vous voyez, quand on ajoute une colonne calculée, il y a un symbole particulier, et quand on ajoute une mesure, c'est un autre symbole. Donc, on est capable aussi visuellement de savoir si dans notre table de données, c'est des données d'origine de la table, des colonnes calculées ou des mesures qu'on a ajoutées. Et la table, donc, c'est une nouvelle option. Vous le voyez ici en haut, New Table. En fait, il faut rédiger donc en DAX une équation qui va extraire une table des autres tables existantes. Par exemple, ici, avec la fonction distinct, j'ai été capable de chercher la liste des provinces qui sont dans les définitions des magasins, donc dans la table de dimension de magasin, pour me créer une table qui est simplement la liste des différentes provinces. Je vous le montrerai dans l'application dans quelques instants. Et au niveau de la visualisation de données, donc on a l'interface que j'ai présentée tantôt. On a quelque chose d'intéressant aussi. C'est une galerie de visualisation personnalisée, c'est-à-dire que à l'adresse qui est écrite juste en bas, Microsoft permet aux gens de proposer les visualisations qu'ils développent en JavaScript. Et à ce moment-là, donc, il y a une galerie où, si vous allez voir qu'il y a plusieurs options. Ça permet d'avoir accès à des visualisations qui ne sont pas par défaut incluses dans Power BI Desktop. Mais évidemment, avec la réalité que c'est pas des applications nécessairement testées à fond dans Power BI. Donc, des fois, il y en a qui marchent bien, des fois, il y en a qui marchent un peu moins bien. Vous aurez été avertis. Et vous pouvez vous-même, quand vous allez dans votre Power BI, ajouter à votre URL la mention DevTools Enable égale 1 pour vous donner accès ensuite dans votre menu de Power BI. Je vous montrerai aussi à une option qui s'appelle DevTools et qui vous permet de créer vos propres visualisations, le cas échéant. Et finalement, comme je disais, par Power BI Desktop, vous allez vous retrouver à créer un fichier .pbix que vous allez publier dans Power BI. Ou vous allez être dans Power BI et vous allez importer le fichier .pbix. Alors, allons directement dans l'application. Je vais attendre un petit peu, je sais qu'il y a un délai entre quand je change d'application, entre ce que vous voyez et ce que je vois. Donc, je vais juste donner le temps de faire le transfert. Alors, vous remarquez à la gauche de mon écran les 3 sections dont j'ai parlé plus tôt. Si je vais à la deuxième section, qui est la section avec toutes mes tables, vous voyez mes tables ici, à droite. Si je clique sur une des tables, vous allez voir le contenu de la table dans la zone centrale.
Donc, j'attends un peu que les données apparaissent de votre côté. Et vous avez, donc ici, c'est un peu l'équivalent des tables dans Power Pivot, dans le mode de vue table. Mais si vous vouliez aller dans les requêtes comme telles, vous avez une option Edit Queries. Si je clique dessus, vous allez voir une autre fenêtre s'ouvrir dans quelques instants. Donc, vous voyez à gauche toutes les requêtes. Et à droite, là, je viens de cliquer sur une des requêtes qui était Fact Budget Cells. Et vous voyez à droite toutes les étapes de transformation qui ont été nécessaires pour générer la table en question. OK? Donc, c'est exactement comme le Power Query. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Je vais donc retourner dans la section Data, où vous voyez toutes les tables. Je vais laisser un petit moment aussi pour que vous puissiez le voir. Et vous avez donc juste en dessous ici la section pour faire les relations entre les tables. Donc, c'est un peu la portion Power Pivot, dans Power Pivot, la portion vue en diagramme. Et finalement, la troisième section, qui est la section du haut, c'est la section avec tous vos rapports. Donc, vous voyez un premier rapport ici. Si vous regardez dans le bas, il y a plusieurs pages. Donc, il y a plusieurs pages dans ce rapport-là. Vous voyez à la droite tous les champs, en fait, toutes les tables, pardon, qu'on peut utiliser pour dessiner nos rapports. Vous voyez toutes les visualisations de base. Si jamais vous voulez utiliser, par exemple, si je vais cliquer sur Enable Custom Visuals, si vous voulez ajouter des visualisations personnalisées, vous pourrez cliquer sur les trois petits points et vous aurez l'option donc d'importer des nouvelles visualisations. Pour créer une visualisation, comme je le disais plus tôt, on fait simplement glisser des champs. Donc, par exemple, si je prends les ventes ici puis je le mets dans un espace où est-ce qu'il n'y a rien, vous allez voir, en fait, là, j'empiète sur ce qui est déjà créé. Mais, supposons que je le rapetisse un petit peu. Oups. Vous voyez que j'ai ajouté le graphique ici. Puis je peux, bon, en fait, ça ne dit pas grand-chose, là. Disons que je vais lui donner une dimension par province, par exemple. Oups, j'ai pas cliqué dans le bon, excusez. Et ici, par province. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est jouer comme ça avec votre visualisation. Et si vous voulez changer, ben, par exemple, je vais prendre la map comme ça. Vous changez simplement la visualisation ici. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je vais juste cliquer sur une autre visualisation, par exemple celle-ci. Donc, je peux juste glisser et déposer les champs, soit dans l'interface ici, ou soit dans la page centrale, un ou l'autre, ça va donner le même résultat. J'ai des filtres aussi pour chacune des visualisations avec lesquelles je peux jouer. Donc, par exemple, si je clique ici, je peux sélectionner les départements que je veux voir ou je peux avoir un filtre avancé. Le filtre avancé va me permettre notamment de faire des filtres du type contient telle valeur et plus petit que telle valeur, des choses comme ça. Et l'autre option, c'est le petit pinceau juste à côté. Ce sont toutes les options de plus visuelles. Est-ce que je veux ajouter une légende de données? Quelle couleur je veux utiliser pour chacune de mes tuiles? Est-ce que je veux mettre des titres à mon graphique? Quelle grandeur je veux que mon graphique soit? Donc, vous avez différentes options, évidemment, qui changent selon le type de visualisation que vous créez. Alors, l'engin de visualisation comme tel, il est assez simple. Et c'est ici que je vous disais que c'est intéressant parce que quand vous êtes en train de dessiner vos visualisations, s'il vous manque une mesure, par exemple, ben vous pouvez, par exemple, je suis dans la table de vente, il me manque une mesure, je peux juste cliquer sur le bouton droit et l'ajouter. Et si je veux me rappeler comment, par exemple, est définie la mesure suivante, je vais juste cliquer dessus et en fait, ici, celle-là n'est pas très intéressante. Je vais essayer d'en prendre une autre, par exemple celle-là. Donc, vous voyez ici, dans la barre de formule, on a toute la mesure d'axe qui est décrite. Donc, même si je devais la corriger, je pourrais le faire directement ici, dans la barre de formule. Alors,
Dans le rapport suivant, j'ai fait plusieurs pages dans mon rapport pour montrer plusieurs choses. Donc, par exemple, dans le suivant, j'ai utilisé des petits, je sais pas comment on va appeler ça, des petits carrés pour montrer certaines informations. Évidemment, ici, pour regrouper mes données par catégorie de prix, j'ai dû, vous l'avez vu tantôt, définir une mesure d'axe pour pouvoir le faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des options de ce qu'on appelle cross-filtering. Par exemple, si je clique sur un élément de la légende ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les données ont changé autour. Donc, j'ai cliqué sur Home Furniture, les montants ont changé. Si je clique sur Furniture Plus, les données ont aussi changé. Donc, évidemment, j'ai aussi des options pour changer, voir les données à différentes dates, etc. Mais bref, les graphiques, les visualisations sont interreliés. Alors, c'est moi qui décide lesquels sont liés ensemble, lesquels ne sont pas liés ensemble. Dans la visualisation suivante, j'ai utilisé d'autres trucs, dont notamment une espèce de timeline ici en haut. Donc un slicer qui est plus à l'horizontale. J'ai aussi utilisé des zones de texte. Si on va par exemple au suivant, j'ai joué sur les titres pour avoir plus l'impression d'avoir des bandeaux. Et à l'époque où j'ai créé ça, on ne pouvait pas jouer encore avec la grosseur des caractères, donc ils sont petits. On peut maintenant jouer avec la grosseur des caractères. Il y a des trucs aussi qui sont intéressants. Par exemple, ici, j'ai mes histogrammes et la couleur plus ou moins foncée. Parce que l'histogramme ici, c'est les ventes. En fait, pas les ventes, mais les marges. Mais la couleur plus ou moins foncée, si je ne m'abuse, c'est ça, est liée aux ventes. Donc, non seulement on présente les marges par ordre décroissant par département, mais s'il y a plus de ventes, comme on voit ici, le produit Sideboard a plus de ventes, il est plus foncé. Donc, on a deux informations, autant sur les ventes que sur les marges. Je continue de vous montrer certaines visualisations, toujours le même principe. Je vois que ça prend un petit peu de temps à loader de votre côté. Je vais continuer avec une prochaine. La prochaine, c'est des parts de marché. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut zoomer après sur la carte. Donc, par exemple, ici, si je veux aller plus en détail, je peux zoomer jusqu'à arriver à un niveau de précision que je veux voir. Donc, encore une fois, j'attends un petit peu de votre côté. Et évidemment, quand je pointe sur un cercle, ben, je vais avoir l'information concernant les données de ce cercle-là, notamment. À la page suivante, j'ai utilisé un graphique en ce qu'on appelle un scatter chart et je l'ai utilisé avec un axe de temps. Donc, vous voyez dans le bas, il y a un axe de temps puis un play axis, donc un axe pour faire jouer les données dans le temps, pour les voir évoluer au fil du temps. Alors, si je clique sur play, vous allez voir les données bouger. Évidemment, de votre côté, ça peut être saccadé, étant donné qu'on est dans un webinaire, mais c'est intéressant si vous avez des données analysées qui devraient se comporter selon une certaine tendance et que vous remarquez notamment qu'il y a des données qui sont un peu plus en dehors de la tendance, d'essayer de regarder le comportement de ces données-là. Et toutes sortes d'options, par exemple le fait de pouvoir travailler avec des images. Et là, j'ai fait ça hier soir un peu vite. Je vais vous avouer que mes images sont pas très jolies. Mais dans mon exemple, j'ai 3 types de magasins, si j'ose dire. Là, il y a des malls, des... comment s'appelle-t-il déjà? J'ai oublié comment il s'appelait. En fait, il y a des centres d'achat, il y a des centres d'achat plus de rue. Et bref, j'oublie les termes, je vais essayer de pas m'aventurer. Shopping mall, je laisse tomber. Strip mall, tiens, je viens d'avoir un strip mall, shopping mall et je ne sais plus lequel. L'important, c'est pas de savoir le nom, mais bien que quand je clique sur l'image, c'est sur la catégorie en fait que je clique. Donc, vous voyez mes données changer quand je clique sur une nouvelle image. Désolée pour les références ratées. Alors, ça complète mon Power BI Desktop. Vous remarquez que je peux faire la même chose qu'avec Power Query, Power Pivot.
Mais au niveau des visualisations, je peux aller beaucoup plus loin qu'avec Power View. Et une fois que c'est fait, j'enregistre évidemment mon travail. Et là, pour pouvoir le partager avec d'autres, je dois le publier. Et au moment où on se parle, on peut simplement le publier sur Power BI Service, donc sur le portail en ligne. Donc, vous avez une option pour publier, publish to Power BI. Alors, je vais fermer Power BI Desktop. Encore une fois, Power BI Desktop, si vous allez sur powerbi.com, vous allez pouvoir télécharger Power BI Desktop gratuitement. Et je vais maintenant retourner à ma présentation PowerPoint. Je vais vous présenter Power BI Service et comme je viens de le faire avec Power BI Desktop, je vais ensuite aller sur le site web vous présenter plus en détail. Donc, sur le portail Power BI Service, on a 3 sections là aussi. Vous allez le voir là, dans la démonstration, il y a tout ce qui est datasets, les reports et les dashboards. Donc ça, c'est une étape de plus, une couche de plus qu'on n'a pas dans Power BI Desktop, les dashboards. Au niveau des datasets, vous pouvez faire plusieurs choses. Ça, c'est l'interface que vous allez voir quand vous voulez importer des données dans Power BI Service. Vous avez les Content Packs. Donc, soit dans votre organisation, vous avez construit des dossiers dans lesquels il y a des sources de données que vous voulez partager avec les gens de votre équipe, puis c'est organisé de sorte que certaines personnes ont accès, d'autres n'ont pas accès. Donc, les gens peuvent naviguer dans l'organisation, voir qu'est-ce qui est disponible, ce à quoi ils ont accès, puis même s'ils n'ont pas accès à quelque chose, demander l'accès si ça les intéresse. Service, ce sont des tiers parties, donc qui ont des fournisseurs d'autres solutions. Par exemple, je vais vous montrer avec MailChimp, Google Analytics, mais ça peut être d'autres services. Je vous montrerai la liste plus tard. Ils ont construit des solutions de façon à ce que vous vous branchiez à partir de Power BI dans votre compte, par exemple MailChimp, et il y a déjà des tableaux de bord préconçus, des rapports préconçus. Donc, ce sont évidemment les mêmes tableaux de bord, les mêmes rapports pour tout le monde, mais avec vos données à vous, puisque vous êtes branché dans votre compte à vous. Et vous avez aussi l'accès aux données, si vous voulez, au-delà de ce qui est fourni, créer d'autres visualisations. Donc, c'est assez intéressant. Je vais vous le montrer dans un instant. Et on peut aussi importer notamment des fichiers PBIX, comme on vient de voir, .PBIX, et des fichiers Excel, et vous voyez ici, là, Excel, Power BI Desktop, CSV Files, et vous pouvez vous brancher à différentes bases de données chez vous. Ça fait du Direct Query sur, par exemple, Analysis Services, SAP, ANA, des sources comme celle-là. Donc, quand vous allez chercher les contenus dans My Organization, les Content Packs, comme je disais tantôt, ici vous voyez le CFO masqué, je m'en suis créé un. Donc, les gens vont voir tout ce qui est disponible. Le CFO masqué, c'est pas très descriptif, mais ça pourrait être par exemple la comptabilité de la paye, je sais pas, des choses comme ça. Les gens se connectent tout simplement pour avoir accès au contenu du Content Pack en question. Pour les services. Donc, vous avez différents services disponibles. Le print screen a été fait il y a quelques temps. Il y a beaucoup plus de services que ça disponibles aujourd'hui et ça en rajoute toujours. Je vais vous montrer des exemples tantôt, notamment avec MailChimp, dont j'ai parlé plus tôt. Donc, moi, j'ai pris mes données de MailChimp et je me suis simplement connecté à mon compte et ça m'a créé un tableau de bord avec différents rapports. Vous avez l'interface, comme on disait, pour se connecter aux fichiers. Donc, vous avez les fichiers locaux. Vous avez les fichiers OneDrive for Business, OneDrive Personal, SharePoint. Et si vous avez, par exemple, des fichiers Excel dans lesquels vous avez du Power Query, Power Pivot, mais vous avez aussi des tableaux croisés dynamiques ou bref, du contenu dans les pages Excel que vous voulez publier dans Power BI. C'est maintenant possible de le faire, mais il faut d'abord et avant tout que vous l'enregistriez, désolé pour le temps de verbe, que vous l'enregistriez sur OneDrive for Business ici. Je vais vous le montrer ça aussi. Et, bon, c'est ce que je viens juste de dire ici.
Et vous pouvez évidemment vous connecter à différentes bases de données dans Azure évidemment Analysis Services. Et donc, vous pouvez créer des rapports dans Power BI Service. Donc, c'est le même engin que celui de Power BI Desktop. Mais par exemple, supposons que vous avez fait un point PBX, vous le publiez dans Power BI Service, puis vous voulez faire d'autres rapports où vous avez partagé le tout avec des gens de votre équipe. Ces gens-là veulent créer d'autres rapports. C'est possible de le faire directement dans Power BI Service. Et les gens, donc, chacun peut se construire son propre tableau de bord en se promenant dans les rapports. Donc, si vous promenez dans un rapport, puis il y a une tuile qui vous parle, puis vous voulez suivre cette tuile-là, vous l'épinglez dans un tableau de bord, et dorénavant, donc, ça va apparaître dans les informations de votre tableau de bord. Comme je vous disais, depuis peu, on peut aussi publier dans Excel dans Power BI des fichiers Excel. Si vous étiez au dernier webinaire, on avait construit le petit tableau de bord des ventes suivant. Je l'ai publié, je vais vous le montrer tantôt dans Power BI. Donc, ça s'insère avec les autres rapports, mais ça a un petit symbole Excel pour les distinguer là, des visualisations qui sont créées avec l'engin de visualisation Power BI. Et une fonctionnalité intéressante des tableaux de bord dans Power BI, c'est qu'on a ce que Microsoft appelle le Q&A, Question and Answer. Par exemple, on commence à taper une information. Ici, en fait, c'est en anglais. Donc, moi, mon modèle est en français, mais les questions doivent être en anglais. Donc, j'ai marqué show, marge brute. Vous voyez que déjà, Power BI m'a fourni une information qui était probablement la marge brute de toutes les données de mon modèle. J'ai continué à préciser ma question où la date est 2014. La marge brute s'est raffinée. Et donc, comme je voulais suivre cette information-là, j'ai décidé de l'épingler à un tableau de bord existant qui s'appelait Rolling Forecast. Et dorénavant, donc, j'ai la tuile dans mon tableau de bord et je peux attribuer de certaines informations à cette tuile-là. Je peux même l'attacher à un URL quelconque. Maintenant, ce qui est intéressant avec Power BI aussi, c'est qu'on peut partager tout ce qu'on a créé, les modèles de données notamment, ce qui est un peu une limite quand on reste dans Excel, parce que si vous créez toute votre Power Query, votre Power Pivot dans Excel, puis il y a d'autres gens qui veulent créer d'autres analyses sur votre modèle, malheureusement, la seule façon, c'est de dupliquer toujours le fichier Excel et le modèle, ce qui n'est pas l'idéal. Alors, Power BI est une plateforme pour le partage et la collaboration. Et vous avez trois façons de partager dans Power BI. Vous pouvez partager un tableau de bord en cliquant sur le bouton de partage. Vous pouvez partager via des options d'Office 365 et vous pouvez publier des content packs. Dans chacun des cas, vous pouvez, en fait, ces notions-là sont un peu évolutives, je dirais, au fil du temps, mais de façon générale, quand vous partagez un tableau de bord, c'est vraiment du read-only. Donc, les gens peuvent le voir, peuvent interagir, là, cliquer sur des boutons pour voir l'information correctement et tout ça, mais peuvent pas modifier ou créer leurs propres analyses basées sur le tableau de bord. Le Content Pack, les gens peuvent voir et interagir, peuvent pas modifier la version originale, mais peuvent créer leurs propres analyses basées sur le modèle de données. Et dans Office 365, bien, les gens peuvent tout faire. Donc, il y a une option de collaboration entière. Et quand on se crée ces fameux groupes-là d'Office 365, ça va bien au-delà de Power BI. Donc, c'est des groupes qui vont vous permettre d'accéder à différentes fonctionnalités d'Office 365. Puis vous allez les voir dans votre espace de travail séparément. Group Workspace, ils vont avoir leur propre espace. Et vous allez pouvoir avoir des options, par exemple, dans Office 365, comme vous voyez ici, de partage de fichiers, des options pour débuter, par exemple, des conversations, fixer des calendriers. Vous voyez ici là, différents calendriers, tout ça. Donc, si vous travaillez sur un projet, vous êtes plusieurs à travailler sur le projet de développement du tableau de bord, ces groupes-là sont intéressants parce que vous avez toutes ces options-là complémentaires d'Office 365. Et finalement, le rafraîchissement de données, donc vos modèles de données sont accessibles par Power BI et vous devez installer sur votre ordinateur un ou des gateways. En fait, ça aussi, c'est évolutif.
Au moment où on se parle, le Analysis Services Connector, c'était là jadis, c'est maintenant le Enterprise Gateway, puis le Personal Gateway. Donc, le Personal Gateway, c'est quand vous n'avez pas besoin d'accéder à des données corporatives dans des entrepôts de données, des choses comme ça. L'Enterprise Gateway, ça va plus vous permettre de faire le direct query sur vos sources de données corporatives. Donc, soit que vous faites des rafraîchissements de données spontanément, donc vous avez besoin de faire un rafraîchissement de données maintenant, vous le faites maintenant, ou que vous cédulez des rafraîchissements de données à une certaine périodicité. Des ajouts récents, puis je m'en vais dans l'application tout de suite après, par la suite. Vous avez maintenant la possibilité d'imbriquer des rapports Power BI dans un site web, ce que j'ai fait notamment sur notre site web, si vous voulez aller voir des exemples. Et vous avez des options pour exporter les données, parce que dans Power BI, vous avez les sets de données, là, les datasets qu'on a appelés, qui sont finalement vos modèles de données. Ils servent à construire tous les rapports, tous les tableaux de bord, mais une fois dans un tableau de bord, quand on est sur une tuile puis on veut faire des analyses supplémentaires, on a maintenant une possibilité d'exporter les données en fichier CSV. Donc, par exemple, si je suis en train de regarder cette tuile-là, puis je me pose des questions, mais je ne veux pas l'analyser directement dans Power BI, je veux l'amener dans Excel, par exemple. Ça, c'est une nouvelle option. Il y a aussi une nouvelle option de pouvoir imbriquer des images, des ondes de texte, des vidéos, par exemple des vidéos YouTube et du contenu web dans le tableau de bord comme tel, ce qui est pas mal intéressant. Et il y a l'option aussi Quick Insights que je vous montrerai dans quelques instants. Vous pouvez rouler un Quick Insight sur votre source de données et Power BI va vous sortir toutes sortes d'insights qu'il juge intéressants. Ils ne sont pas tous intéressants, évidemment, mais vous pouvez conserver dans votre rapport ou dans votre tableau de bord ceux qui vous intéressent. Alors, allons directement sur le site de Power BI Service. Je vais aller dans mon site à moi. Je vais juste vous donner le temps que ça load de votre côté. Alors, à gauche ici, je vous ai dit qu'il y avait 3 sections. La section Datasets, Reports et Dashboards. Puis vous voyez en bas ici en jaune le Get Data. Si je clique dessus, c'est les 4 options que je viens juste de vous présenter. Donc, je peux aller chercher les données de certains content packs dans mon organisation. Je peux aller chercher en fait, je vais rapetisser pour que vous voyez ici. Vous voyez combien il y en a, là? Il y en a vraiment de plus en plus. Vous pourriez aller chercher, par exemple, un service parmi ceux qui sont affichés ici. Moi, je vais vous montrer dans quelques instants Mailchimp, qu'est-ce que ça donne. Et vous connecter donc à votre source de données comme telle. Je vais le réagrandir. Sinon, vous pouvez aller chercher des fichiers, comme on a dit tantôt. Je vais juste attendre que ça apparaisse à l'écran. Donc, des fichiers Excel, des fichiers CSV, des fichiers .pbix, des fichiers dans OneDrive, dans SharePoint. Et aussi, vous pouvez aller vous connecter à vos différentes bases de données. Ce que ça fait, c'est que une fois que vous allez vous être connecté à vos sources de données, vous allez dans Dataset voir la source de données en question. OK? Donc, par exemple, si je prends Google Analytics, je m'étais connecté à mon service, ben, dans les sources de données de Google Analytics, j'ai maintenant accès. Vous reconnaissez l'engin de visualisation de Power BI Desktop, c'est exactement le même. Et vous voyez, j'ai accès à toutes les tables de données. Si je clique sur une table, j'ai tout son contenu qui sont dans mon Google Analytics. Mais non seulement ça, parce que je m'étais connecté à Google Analytics m'a fourni un tableau de bord. C'est pas moi qui le fais, celui-là, c'est vraiment Google Analytics. Et pour chacune des tuiles, je peux cliquer sur une tuile et je vais tomber dans un rapport sous-jacent. Donc, tableau de bord, rapport, c'est 2 sections séparées.
Et évidemment, je peux éditer ensuite ce rapport-là et donc réavoir accès aux sources de données et créer des visualisations supplémentaires. Donc ça, c'est intéressant. Sinon, si on regarde le Power BI Desktop qu'on regardait ensemble tout à l'heure, je l'ai publié dans Power BI Service. Donc, évidemment, comme je l'ai publié dans Power BI Service, dans la section Dataset, j'ai ce qui s'appelle Demo Power BI et qui va me donner accès à toutes les tables. Là, ça prend un petit temps à télécharger, fait que je vais juste vous demander... Ah, bon, je vais vous demander de me faire confiance. Et vous voyez toutes les tables ici. Je pourrais dessiner des visualisations, mais celles que j'avais déjà dessinées se trouvent à être dans la section Reports. Donc, si je clique dans Demo Power BI ici, vous allez revoir les mêmes rapports que je vous ai montrés plus tôt dans Power BI Desktop. Donc, si vous regardez dans le bas, il y a toutes les pages du rapport. Et comme je disais plus tôt, quand une tuile nous intéresse, on peut juste cliquer sur l'épingle ici, Pin Visual. Et si je le fais, si je clique, je vais me trouver à épingler la tuile dans un tableau de bord existant, je choisis lequel, ou dans un nouveau tableau de bord. C'est ce qui fait en sorte que je peux avoir un tableau de bord avec différentes tuiles et que chaque fois que je vais cliquer sur une de ces tuiles-là, je vais attendre un petit peu que ça se montre à l'écran. Donc, j'ai un tableau de bord ici avec différentes tuiles. Quand je clique sur une des tuiles, je vais tomber dans le rapport sous-jacent. Pour chacune des tuiles, j'ai des options. Je peux l'agrandir pour l'avoir en plein écran. Je peux exporter les données dans CSV. Je peux modifier les informations de la tuile en question notamment. Par exemple, je pourrais afficher la date du dernier rafraîchissement de données de cette tuile-là. Parce que c'est sûr, si je regarde un tableau de bord avec différentes tuiles de différents rapports, il y aura peut-être des rafraîchissements de données de différentes sources à différents moments. Donc, c'est possible, par exemple, d'afficher ce genre d'infos. Et vous avez Add Widget ici, qui est la fameuse option pour ajouter des images, des zones de texte, des vidéos YouTube notamment, et du contenu web. Je vous ai dit aussi qu'on pouvait créer dans Excel avec Power Query, Power Pivot des modèles de données et le publier dans Power BI. Et vous avez un exemple ici qui est exactement l'exemple que j'avais présenté dans le dernier webinaire sur Power Query, Power Pivot. Donc, vous voyez qu'il est ici. Il est... j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je sais que j'ai trop de données ici. Je vais cliquer plutôt sur lui. Vous voyez qu'il est dynamique. Donc, je peux cliquer sur les options et le mettre à jour. Et je peux aussi... en fait, je vais aller vous en montrer un autre qui est plus intéressant encore. Je vais vous montrer celui-là. Il va être un petit peu plus long à charger, mais il est pas mal plus complet. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on peut créer le modèle de données dans Power BI Desktop ou dans Excel. Si on le crée dans Power BI Desktop, on va publier aussi le rapport qui est dans Power BI Desktop. Si on est dans Excel, on pourrait publier seulement le dataset, donc tout ce qui est le Power Query, Power Pivot sans visualisation, ou on pourrait aussi publier tout ce qui est dans Excel qu'on a conçu. Par exemple, ici, j'ai un tableau de bord qui a été conçu dans Excel et qui a utilisé Power Query et Power Pivot. Et il est maintenant dans Power BI. En fait, j'ai 3 tableaux de bord dans ce fichier-là. Donc, je vais vous montrer les 3 tableaux de bord. Celui-là et le dernier ici, Finance. Si je peux remonter un peu. Et de la même façon qu'on travaillait tantôt avec les tuiles pour les épingler dans le tableau de bord, on peut faire la même chose. Vous voyez l'option Pin en haut ici. Il faut simplement soit sélectionner un tableau croisé dynamique ou une sélection de cellules dans Excel. Alors, vous pourriez avoir un tableau de bord dont les données, dont les visualisations ont soit été créées dans Excel et publiées dans Power BI Service ou qui ont été créées directement dans l'engin de visualisation Power BI. Sinon, vous avez aussi différentes options de façon plus générale dans Power BI. Toutes les options, si vous avez créé des content packs pour les gérer, donc si vous voulez les mettre à jour et tout ça,
Il y a depuis peu des options d'administration du Power BI. Pour l'instant, c'est très léger. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire dans l'admin en ce moment. Mais Microsoft promet que c'est un des segments qu'ils vont développer dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a toute la gestion des gateways, donc les passerelles là, qui permettent de se connecter à vos données et s'assurer de les mettre à jour. Il y a différents settings, donc par exemple pour aller programmer les rafraîchissements de données, des trucs comme ça. Vous avez la section ici pour DevTools, donc on a vu tantôt là, pour si vous créez par exemple votre propre code pour créer vos propres visualisations, vous pouvez les importer ici. Et ça c'est nouveau, en fait, c'est quand on partage, quand on veut imbriquer un rapport Power BI dans un site web, on peut gérer les liens partagés ici. Et vous avez les différentes applications de Power BI for Mobile, Power BI Desktop, Power BI Gateways. Pourquoi ils sont là, les liens de téléchargement? C'est parce qu'il y a des nouveaux updates pratiquement tous les mois, donc vous pouvez toujours aller chercher le dernier update. Et je vais revenir maintenant vers ma présentation pour terminer avec Power BI Mobile. Donc, Power BI Mobile, comme je l'expliquais plus tôt, il y a des différences selon que vous êtes avec iOS, Android, Windows. Mais grosso modo, c'est vraiment, vous allez consulter, vous voyez les deux images, là, vos tableaux de bord Power BI sur vos appareils mobiles. Personnellement, je trouve que ça sort vraiment très bien, c'est vraiment très beau, facile à utiliser, c'est très simple. Et donc, dans iOS, on peut notamment créer des alertes, c'est-à-dire, par exemple, si vous cliquiez sur la tuile ici, vous disiez quand ce montant-là passe à 23 millions, envoie-moi une alerte, c'est possible de faire ça. Sinon, vous pouvez annoter avec vos doigts, là, il y a toutes sortes d'options pour colorer, mais insérer des informations. Donc, annoter vos visualisations et les partager avec les gens de votre équipe. Je vais juste enlever ça ici. Et vous pouvez aussi créer une liste de favoris, évidemment, pour accéder plus rapidement à vos visualisations favorites. Alors, c'est ce qui termine le webinaire d'aujourd'hui. On va répondre par le biais du chat à quelques questions si vous en avez pendant quelques minutes. Ensuite, on va fermer le chat. Mais grosso modo, j'attire votre attention sur les formations du CFO masqué. Notre sélection de formations va changer dans les prochains jours. Vous allez avoir beaucoup plus de matériel concernant Power BI, donc plus de formations concernant Power BI si ça vous intéresse. Sinon, le prochain webinaire qui a trait à Power BI, Excel Power BI, si j'ose dire, ce sera au mois de mai. Ce sera sur la visualisation de données en mode libre service. Je donne des conférences aussi au mois de juin sur pourquoi les comptables, notamment, devraient s'intéresser à Power BI 2.0. Et ben voilà. Donc, ça termine notre webinaire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Nous allons tenter de rendre la présentation et l'enregistrement du webinaire disponible sur notre site web très bientôt. Merci tout le monde.